Une question de Johanna. Gabriel Attal vient de déposer une proposition de loi pour élever Alfred Dreyfus au grade de général de brigade, afin de réparer l'injustice qui lui a été faite pour sa condamnation à tort en 1894. À quoi cela sert-il selon vous ? Oui, j'ai vu ça, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est honteux. C'est absolument scandaleux. D'ailleurs, on met ça dans le même sac avec l'affaire du code noir dont je parlais tout à l'heure, qui a été pris sous Louis XIV. On pourrait aussi, pour faire bonne mesure, il y a eu cette délégation de députés qui sont allés en Algérie pour célébrer le 8 mai 1945, parce qu'il y a eu des exactions terribles qui ont été commises par la France, et donc en fait pour saloper notre victoire du 8 mai. C'est-à-dire qu'on a en fait des gens dont la profession consiste à trouver tout ce qu'on peut pour salir la France, à tout instant, tout moment, avec les pires anachronismes. Bien sûr que quand on lit le Code noir, c'est épouvantable. Bon, ça a été créé sous Colbert, ça a été créé au XVIIe siècle. Donc évidemment que quand on lit le Code noir de Louis XIV, qui réglemente l'esclavage, la raison d'un homme d'un homme et d'une femme du XXIe siècle, évidemment, se révolte. Ça, c'est une chose qui est entendue. Je suis pas un expert du Code noir, je crois savoir que dans ce code, c'était, même si ça n'apparaît pas forcément clairement, ce code avait quand même une vocation un petit peu protectrice des esclaves, par rapport à l'absence totale de réglementation qu'il y avait auparavant. Il ne faut pas faire d'anachronisme. C'était pas un truc pour punir les gens, enfin bien sûr c'est horrible, mais c'était plutôt protecteur par rapport au statut où il y avait avant c'était la loi de la jungle, c'était les maîtres des esclaves qui avaient droit de vie et de mort sur leurs esclaves. Mais ça se passe il y a 350 ans. D'ailleurs, ce code noir a été aboli sous la Révolution française par Robespierre. Ensuite, vous savez que l'esclavage a été en partie réintroduit sous Napoléon Ier, mais pas la traite. La seule chose qui a été rétablie, c'est l'esclavage dans les îles à sucre. Ce qu'on appelle les îles à sucre, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Et puis la Guyane française. Mais on a le commerce des esclaves n'a pas repris sous Napoléon. Napoléon, à la demande de Joséphine de Beauharnais, sa première femme, qui était d'origine créole martiniquaise, ce qu'on appelait les créoles, c'était des blancs métropolitains qui s'étaient installés, parce que l'adjectif créole a plusieurs sens parfois. Et donc Napoléon, effectivement, a réautorisé l'esclavage dans les îles à sucre, à la demande des planteurs. Sinon, ça ne pouvait plus fonctionner. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est de l'histoire. C'était il y a plus de 2 siècles. Et par ailleurs, on oublie un peu trop souvent de dire que l'esclavage a définitivement aboli en France avec Victor Schœlcher en 1848, avec la deuxième révolution, c'est de 1848. Et là, l'esclavage a été entièrement aboli, la traite et puis l'esclavage, pour toujours. Bon. Alors, bien sûr, on peut dire que... on va remettre ça sur le tapis, mais quand Bayrou, qui ferait mieux de s'occuper de Bétarame, il ferait mieux de s'occuper de l'état de la situation française, met le code noir en disant mea culpa, mea maxima culpa, on va annuler le code noir, mais il se moque du monde. Le code noir a été aboli en 1793 sous Robespierre et de nouveau en 1848. Ça a été aboli il y a 1848, ça va faire 160 ans, 157 ans. Il veut abolir un truc qui a été aboli il y a 157 ans, c'est ça le sujet. Donc qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est pour bien faire passer le message, la France, c'est une saloperie, les Français sont des salopards, notre histoire nationale, c'est dégueulasse, etc. C'est la même chose avec le capitaine Dreyfus. Le capitaine Dreyfus a été la grande affaire, vous savez, à la fin du 19e siècle, en 1898-1899. On avait découvert qu'il y avait des fuites au ministère de l'Armée, dont bénéficiaient d'ailleurs les Allemands, et les soupçons se sont portés sur 2 personnes. Il y avait, de mémoire, un type qui s'appelait Esterhazy, qui était d'une famille, aristocratique austro-hongroise. On voit d'ailleurs toujours le château des comtes Esterhazy dans le Burgenland de mémoire, près de la frontière hongroise. Et puis il y avait un collègue de travail qui était le capitaine Dreyfus, qui lui était français mais il était juif. Et compte tenu de l'époque,
eh bien, les soupçons ont été orientés par la hiérarchie militaire vers le capitaine Dreyfus, qui était juif, qui a été donc condamné, qui a été dégradé, humilié. On lui a retiré toutes ses décorations et il a été expédié en Guyane, justement, dans l'archipel à l'île du Diable, donc non loin de Kourou. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Kourou, en Guyane, là où il y a le site de lancement des... Mais juste à côté, vous avez l'archipel des îles du Salut, avec l'île du Diable, où a séjourné le capitaine Dreyfus. Vous connaissez cette histoire avec le fameux article de Zola, J'accuse, en première page, avec un intellectuel français, Zola, de gauche, qui prend la défense du capitaine Dreyfus. Bien sûr que c'est resté... Alors ça a été la France de 1898, c'est littéralement coupé en deux. C'est une affaire qui a empoisonné la société française pendant des semaines et des semaines et des semaines. Il y a un très fameux dessin qui est resté très célèbre, que vous connaissez peut-être, un caricaturiste et un dessinateur qui était célèbre à l'époque, qui s'appelait Caran-d'Ache, comme les crayons Caran-d'Ache. Et Caran-d'Ache qui avait fait un dessin en 2 temps. Alors on voyait dans une société, dans une salle à manger très bourgeoise parisienne, on imaginait dans un bel immeuble bourgeois toute une tablée qui était assise au début d'un repas. Tout le monde était habillé avec des robes de soirée en queue de pie, etc. Et donc il y avait marqué Affaire Dreyfus. Et donc on voyait ça, les gens étaient assis. Et avec le petit message en dessous, c'était n'en parlons pas. Voilà, il convenait n'en parlons pas. Affaire Dreyfus, n'en parlons pas. Et puis le deuxième dessin en dessous, c'était la même chose, mais alors c'était un champ de bataille. Les gens ils s'étaient pris des bleus, tout le monde s'était tabassé, les femmes étaient décoiffées, les robes déchirées, les jaquettes étaient dans tous les sens, et la table était ravagée, et en dessous c'était « Ils en ont parlé ». Voilà, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça fait partie de notre histoire célèbre sur les caricatures, les politiques les plus célèbres de l'histoire de France. Et puis bon, il est apparu en effet, parce que la justice a fait son œuvre, parce qu'il y avait en effet, c'était effectivement une campagne fondamentalement antisémite qui avait été lancée. Mais la France, c'est qu'il y a quand même au bout du compte des ressorts de rappel, il y a quand même au bout du compte des gens qui sont scrupuleux, qui sont allés regarder d'un petit peu plus près. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'en fait, eh bien, le traître, c'était pas le capitaine Dreyfus, c'était bien le comte Esterhazy. Voilà. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que le capitaine Dreyfus donc, a vu sa peine comme muet, il a été rappelé en France, il a eu un nouveau procès et il a été complètement réhabilité en 1906. Voilà. Donc, pourquoi présenter, comme le fait M. Attal, l'histoire de France uniquement de façon dégueulasse? Pourquoi, comme M. Bayrou, présenter le Code noir uniquement de façon dégueulasse? Le Code noir a été aboli en 1793, puis en 1848. L'affaire Dreyfus, elle a été complètement corrigée et Dreyfus est revenu avec tous les honneurs en 1906. Pourquoi on sort ça maintenant? Et ça va continuer longtemps? Bientôt, on peut y aller. Hein. Moi, si on peut dire, tiens, voilà, je vais dire que, par exemple, est-ce que les familles, par exemple, des protestants qui ont été assassinés à la Saint-Barthélemy, est-ce qu'ils ont été dédommagés? Ouh là 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 là, voilà un excellent sujet, très d'actualité. Est-ce que la Saint-Barthélemy, ça doit être le 24 août 1573, quelque chose comme ça? Vous savez que le pape Grégoire XIII, d'ailleurs, avait fait une médaille pour se féliciter du fait qu'on avait égorgé les protestants à Paris. C'était d'ailleurs, en fait, une décision qui a été prise par Charles IX et Catherine de Médicis, mais en fait, sous la pression des ultras, c'est-à-dire de la famille de Lorraine, qui voulait prendre le pouvoir. Enfin, en fait, le roi a été plutôt contraint que décideur dans cette histoire épouvantable. Mais on va jusqu'à quand, là? On va dire oui, c'est scandaleux, ils n'ont pas été... on leur a pas, comment dirais-je... on n'a pas dédommagé les familles, et puis ci, et puis ci, et puis ça. Mais on peut aller très très loin. Hein. Bien sûr, il y a eu des massacres dans les colonies, ça c'est vrai. Il y a eu des massacres tout au long de l'histoire de France. Mais il y a eu aussi des massacres dans les histoires de tous les pays du monde. Est-ce qu'il faut que, puisqu'on en est à commémorer lui-même 1945, certains en Algérie, bien sûr c'est épouvantable, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1962 à Oran, en juillet 62, où il y a plusieurs centaines de pieds noirs qui ont été enlevés
ils ont disparu à tout jamais. Ils ont été, semble-t-il, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été mis dans des camps de travail, puis ils sont morts de... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors on va ressasser ça. Je sais que d'ailleurs, il y a des gens qui ressassent côté des anciens d'Algérie. Et d'ailleurs, évidemment, quand ils voient des gens qui vont commémorer, regretter les exactions qui ont été faites le 8 mai 1945, ben eux, ils ont envie de commémorer ce qui s'est passé aussi à Oran en juillet 1962. Et puis, puisqu'on en a parlé du Code noir, qu'est-ce qui s'est passé avec Haïti, avec Toussaint Louverture et les massacres de colons? On n'en parle pas non plus. Et puis sur l'esclavage, est-ce qu'il faut entrer dans le détail sur qui donnait les esclaves à qui? Est-ce que dans ce commerce trilatéral, est-ce qu'il n'y avait pas aussi le soutien de certaines tribus dans les pays d'Afrique qui prenaient la Côte de l'Or, etc. Vous aviez des tribus de l'intérieur et puis des tribus sur le littoral. Il y avait des tribus qui prenaient des gens pour les vendre, d'autres tribus antagonistes pour les vendre. Faut-il rappeler le rôle joué par le monde arabe, le sultanat d'Oman, par exemple, dans le développement de l'esclavage dans toute l'Afrique? Enfin, mais ça mène à quoi tout ça? Ça mène à quoi? Moi, je suis scandalisé par tout ça. Ce sont des gens qui sont là, qui essaient de se faire une petite renommée dégueulasse, en fait. Voilà. Moi, je suis de ceux qui... Dieu sait si j'aime l'histoire. Et je considère qu'il faut en effet connaître l'histoire dans toutes ses acceptions. Les côtés lumineux comme les côtés obscurs. Hein, comme quelqu'un qui a fait, comme un être humain qui est arrivé à la maturité. Il a réfléchi sur lui-même, sur ses échecs, sur ses réussites, sur ses qualités, sur ses défauts, sur ce qu'il aurait dû faire autrement que ce qu'il a fait, hein, regretter, et comme appliquer cette maxime de Confucius, la seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ses erreurs. Voilà. Donc, plutôt que de ressasser un passé qui ne peut avoir d'ailleurs pour effet quoi? Ça ne peut avoir quoi comme effet, ce que fait M. Bayrou? C'est de jeter de l'huile sur le feu entre les communautés dans les banlieues. Parce que d'un seul coup, tout le monde va se préoccuper du Code noir. La position de M. Attal, en parlant de... C'est quoi? C'est jeter de... Il veut vraiment qu'on reprenne l'affaire Dreyfus. En ce moment même, où il y a une montée de l'antisémitisme corrélée à la politique folle du gouvernement Netanyahou, il pense que c'est vraiment le moment de chauffer à blanc les communautés sur ces questions. Tout ça est d'une irresponsabilité, c'est absolument... Moi, ça me révolte. Et ce qui me révolte, c'est que tous ces gens aient accès aux médias et que des voix pondérées, pacifiques, comme j'essaie de le faire, n'ont pas accès aux médias. Ce dont les Français, les jeunes Français ont besoin, c'est pas qu'on leur rappelle ce qui s'est passé il y a 350 ans, il y a 50 ans, il y a 180 ans, etc. Les Français, jeunes Français, ils ont besoin d'avoir de l'amour pour leur propre pays. La France, il y a eu des horreurs en France, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi des choses extraordinaires. Il y a eu des avancées civilisationnelles, intellectuelles, artistiques, philosophiques, industrielles, agricoles, dans tous les domaines. Et c'est quand même aussi un très grand peuple. Alors je sais bien que Macron a commencé son double quinquennat en expliquant qu'il n'y avait pas de culture française. Mais tout ça, ça participe d'une culture du mépris. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait beaucoup mieux inciter les jeunes Françaises et les jeunes Français, et notamment ceux qui sont d'origine étrangère depuis peu de temps, à aimer la France, à leur faire découvrir la beauté de notre pays, la grandeur de notre civilisation, la splendeur de nos bâtiments historiques, qu'ils fussent religieux ou qu'ils soient séculiers, qu'ils aillent visiter le Mont-Saint-Michel, le château de Chambord, le château de Chenonceau, qu'ils aillent visiter la cathédrale de Reims, la Bonne Mère à Marseille, qu'ils aillent voir les Baux de Provence, qu'ils aillent voir les allées de Tourny à Bordeaux, qu'ils aillent voir la ville rose de Toulouse avec la cathédrale Saint-Cernin, qu'ils aillent voir les calvaires de Bretagne, et qu'ils aillent voir le massif du Puy de Sancy et du Puy de Dôme en Auvergne, qu'ils aillent voir Colmar, Strasbourg, Lille, Nancy, la place Stanislas, etc., etc. Qu'on leur parle de la beauté de notre pays, qu'on leur dise à quel point c'est un pays magnifique, qu'on leur dise à quel point tout le monde a besoin de tous les Français pour
retrouver notre souveraineté et notre indépendance. C'est de ça que les Français ils ont besoin. Sinon, on a affaire à des gens qui sont en train de tuer notre pays. Hein. C'est aussi simple que ça.